Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert et cette semaine, on reçoit Maître Anne-Marie Dion. Maître Dion, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Cette semaine, on parle de droit matrimonial. Je pense pas, non. Non, on a parlé avec Maître Payé. Maître Dion, on vous a déjà vu, vous êtes criminaliste. Alors, cette semaine, un sujet bien intéressant qui risque de susciter beaucoup de conversations, en tout cas, qui en suscite beaucoup. Peut-être que je n'aurai pas le bon terme. On parle de responsabilité, mais je donnerais en exemple la défense présentée par M. Turcotte. Je ne vais pas l'appeler par son titre professionnel, qu'il n'a peut-être plus, et M. Bain, qui est l'auteur de l'attentat contre... Oui, exactement. Madame... Marois. Marois, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Alors, on parle de... Comment on appelle ça, la responsabilité? En fait, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser. Je vais prendre le terme plus commun. Il y a la défense en non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. On va l'appeler communément la non-responsabilité criminelle. D'accord. Et je pense que ce serait intéressant de démystifier aussi parce qu'il y a tout le volet de l'aptitude à subir un procès, l'aptitude à comparaître lorsqu'on est atteint de troubles mentaux et le volet où on peut présenter une défense de non-responsabilité criminelle. Oui, il y a ces deux aspects-là, en fait. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt parce que je sais, souvent les gens, les avocats, même si je ne suis pas criminaliste, les gens me disent il y a plein de clichés, là. On sait bien, il y avait un bon avocat. Ça prendrait, il faudrait que je dise aux gens, ça prendrait une baguette magique quand même là, pour réussir un tour de force comme ça. Peut-être qu'on peut. Les gens s'en prennent aussi beaucoup aux médecins spécialistes. Lui, il travaille pour lui. Pour la donc, défense, il va dire qu'il est malade, puis c'est pas vrai. Non, là, on parle aussi de professionnalisme. Je peux comprendre, effectivement, mais c'est qu'il y a vraiment... Il y a deux volets à ce type de situation-là. C'est qu'il y a une situation, comme on a vu plus dans les médias dans les dernières années, où c'est la défense qui veut invoquer cette situation-là, en fait, et où la couronne est en désaccord. Donc là, il y a un débat d'experts qui va se faire à ce niveau-là. Et ultimement, bien, le jury ou le juge aura à déterminer si la personne est non coupable pour cause de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Cependant, il faut comprendre que ce n'est pas un acquittement. Alors, ce n'est pas de dire que la personne est acquittée de l'infraction, mais c'est de dire qu'elle était à ce point atteinte au niveau de sa compréhension de la situation au moment de l'événement, qui faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas formuler d'intention, qu'elle ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal au moment de l'infraction. C'est ce qui fait qu'elle est non responsable au niveau criminel. Et il y a toutes sortes d'étapes par la suite. Je pense, entre autres, là, à l'automne, un individu qui est à Montréal là, il a attaqué une dame dans un supermarché. Il a sonné une trentaine de coups de couteau. Ils ont tenté, parce que je pense qu'il a été reconnu criminellement responsable, lui, tenté de faire la preuve qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il vivait une espèce de... C'est pas mes termes, c'est pas ma patinoire médicale, là, mais une psychose, puis là, il était paranoïaque, puis il pensait qu'elle voulait le tuer. Bon, ça c'est un bon exemple du contraire. Ça, on n'entend pas parler. Effectivement, puis en fait, c'est un cas type, comme on aurait vu dans l'affaire Guy Turcotte également, où la défense fait témoigner ses experts qui ont pu rencontrer l'accusé, qui ont discuté de l'infraction avec lui, du contexte, tout ça, et la couronne a elle-même ses experts, et bien là, à ce moment-là, les gens, soit le jury ou le juge, va trancher
sur la situation dans les faits. Mais il y a tout un aspect où le public est moins au courant de ça parce que c'est pas ce qu'on voit dans les médias nécessairement, mais il y a un aspect avec la non-responsabilité criminelle où on va y aller de consentement avec la couronne aussi. Donc, il arrive, je vous dirais, la situation type qui peut se présenter, c'est que moi, je vais rencontrer une personne détenue qui a été arrêtée et qui est au palais de justice. Et bon, on discute avec l'individu, on se rend compte qu'il y a des propos peut-être un peu incohérents, qu'il y a une situation particulière, qu'il ne se souvient pas nécessairement de l'infraction. Quand je vais lire le dossier, je vais réaliser que même les policiers viennent dire « Monsieur dit qu'il entend des voix, monsieur a des propos décousus, monsieur ou madame, là, mais la personne accusée a des propos décousus, c'est particulier comme situation. On n'est pas certain qu'il comprend ce qui s'est passé. Donc, quand on a ce genre d'indices-là, on peut convenir avec la couronne de demander une évaluation sur la non-responsabilité criminelle. Et souvent, ça va se faire comme ça en discussion et on va demander au juge de l'ordonner, cette évaluation-là, d'un commun accord. Est-ce qu'il est possible, si à l'évidence, là, ou, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un dans les quartiers de Montréal ou dans les villes, souvent, les policiers vont savoir qu'un tel ou une telle a des problèmes mentaux, schizophrène ou un truc comme ça. Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir d'accusation ou nécessairement, même si on le sait, la couronne va recevoir, bon, on fait un rapport, on dit, ouais, il a assassiné quelqu'un. Est-ce que nécessairement ça doit se retrouver devant le tribunal ou on pourrait décider il n'est pas apte? Bien, en fait, je suis pas certaine que les policiers prendraient ce type de décision-là, comme vous nommez le crime de meurtre. Là. Je pense que même Saint-Jean, c'est un milieu approprié pour en parler aussi, parce qu'effectivement, il y a des gens plus connus qu'on revoit plus souvent que les policiers sont habitués de gérer aussi. Puis je pense que parfois, ils font la part des choses. Ils se disent, bon, la personne, elle va pas bien, visiblement, elle est en psychose, on la connaît, tout ça, alors on va laisser ça tranquille. Mon exemple du meurtre, là, il était pas bon. Non, je parle de peut-être... Je ne m'en suis pas rendu compte. En fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'il va nécessairement avoir... Oui, j'aime votre réponse, je vais y revenir, mais je veux juste préciser. Nécessairement, s'il y a un crime grave, là, blessure grave, il va nécessairement y avoir une audition, qui sera peut-être pas très longue, mais il y a un juge qui va ordonner que... Bien, de ce que moi je vois, de ce que moi je connais, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, ça finit par être judiciarisé. C'est autorisé par la couronne. Ça va aller en salle de cour et là, les juristes vont se poser cette question-là, vont soumettre la question au tribunal. Puis si le tribunal est d'accord, tout le monde est d'accord, bien là, la personne incarcérée va être amenée à l'Institut Philippe Pinel et sera évaluée par des psychiatres spécialisés en cette matière-là, donc en crime et en maladie mentale. Et la personne, durant ces 30 jours-là, subira une évaluation et on recevra un rapport qui va venir expliquer, en fait, la perception des crimes qu'a fait la personne, donc sa perception face à ces crimes, son souvenir, le contexte, ses maladies psychiatriques aussi, et viendra dire si, au moment de la commission de l'infraction, il y avait de la responsabilité ou non au niveau criminel. Est-ce que ça existe encore, ça, le concept du, justement, quelqu'un qui ne serait pas apte, on le confie au bon soin du lieutenant-gouverneur, qui est représentant de la reine? Oui, c'est plus vraiment comme ça que c'est dit. Ça, on va appeler ça doit faire, ils doivent avoir changé le terme. En fait, on va appeler ça la confie à commission. l'ordinateur. On appelle ça le tribunal administratif du Québec, mais c'est une commission, en fait, qui va être tenue. Et là, ça m'amène à l'autre étape. Oui. Imaginons, dans mon exemple, que la personne, finalement, 30 jours plus tard, on revient à la cour, elle est non responsable criminellement. Alors, le juge, ce qu'il va faire, c'est que dépendamment de ce qui est écrit... je vous arrête. Là, dans votre exemple, juste préciser, c'est quelqu'un... La défense dit oui, il y a un problème. La couronne dit oui, cette personne-là a un problème. C'est ça, exactement. Il faut protéger la société, mais on ne peut pas lui tenir rigueur de ce qu'elle a fait. Tout à fait. Donc, la conclusion, on la suit, on s'en remet à l'expert qui a fait l'évaluation. Alors, le juge, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va ordonner que la personne soit détenue, mais à l'hôpital. Donc, dans une aile psychiatrique. Alors, la personne va être internée et elle ne sera plus sous le joug du tribunal, Cour du Québec, chambre criminelle. J'aime le mot que vous utilisez, le joug. Oui. Pas gentil, vous? Oui. Donc, en fait, c'est ça. Et la personne va être hospitalisée à ce moment-là. D'accord. Les psychiatres à l'hôpital vont savoir qu'elle a été déclarée non responsable criminellement. Et là, le but, ça va être de traiter la personne pour qu'elle
aille mieux et qu'elle ne représente plus un danger pour elle-même et pour la société. Alors, la question, ce sera ça par la suite. La personne va passer devant la commission pour les troubles mentaux. Donc, c'est à l'hôpital que ça se fait. Je l'ai vécu, moi aussi, avec certains clients. Donc, on se présente. C'est le psychiatre traitant qui va être présent devant un panel de 3 individus. Il y a toujours un avocat là, qui est nommé par le gouvernement pour le faire, et il y a 2 professionnels de la santé, psychiatre, psychologue, puis ça peut être travailleur social également, qui sont présents, qui vont nous écouter. Donc, il y a le psychiatre qui va expliquer l'évaluation qu'il a fait de notre client maintenant non responsable. Alors, ça va vraiment se pencher que sur la maladie à ce moment-là. On va parler du crime également, mais il est déclaré non responsable, alors on va se concentrer sur la dangerosité de l'individu. Ensuite, la personne elle-même peut se faire entendre et c'est là que nous, l'avocat, on peut intervenir, on peut l'aider à répondre aux questions. Puis, il y aura une décision. Justement, ça aussi, c'est une perception, vous pouvez nous le confirmer, c'est une perception dans le public que l'avocat de la défense ou l'avocate là, va faire n'importe quoi. Bon, on a notre rôle professionnel. Est-ce que c'est pas plutôt... je dois m'assurer que la personne, on va respecter ses droits, puis on l'accusera. Parce qu'il y a une mauvaise perception. Là. Quand vous faites votre travail, on dit, bon, c'est ça. Ça arrive souvent. Les avocats l'ont fait libérer. Oui, exactement. On entend ça dans l'opinion du public, dans les réunions de famille aussi. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Il faut démystifier un peu le rôle de l'avocat de défense. Souvent, on va se faire dire comment tu fais pour défendre tel crime, défendre tel individu, tout ça. Mais je préfère dire qu'on représente une personne. Donc, l'individu va m'expliquer sa situation, va m'expliquer sa vie, le contexte et sa version des faits. Puis moi, je suis pas là pour juger de sa version des faits. Je suis là pour le guider. C'est sûr, je suis une conseillère juridique. Là. Donc, si j'évalue que la défense qu'il veut présenter n'en est pas une, je vais lui dire. Là, ça, c'est clair, net et précis. Donc, je vais le conseiller dans cet aspect-là du dossier. Mais ultimement, mon rôle, c'est de m'assurer que lorsqu'il a été arrêté, ça s'est fait dans les règles de l'art, donc il a été respecté à ce niveau-là, et que lorsqu'il va passer devant le juge, passer à la cour ou à la commission, par exemple, mais ce soit fait aussi correctement, qu'il puisse être entendu de la bonne façon. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont seuls, parfois, ils ont un peu de difficulté à s'exprimer ou à utiliser les bons mots. Donc, moi, je vais être là pour m'assurer de poser la question pour qu'elle soit bien comprise, pour que ça l'amène à dire ce qu'il veut transmettre au tribunal ou aux commissaires là, qui sont là à l'entendre. Et ensuite, bien, mon rôle, ça va être d'argumenter, donc d'expliquer un point. On parle de la plaidoirie à ce moment-là, donc de tenter de convaincre le tribunal de la version de mon client, du bien fondé de cette version-là, et de dire en d'autres mots et d'une autre façon ce qu'il a tenté de dire là, en répondant à des questions. Donc, on s'assure que ses droits sont respectés. À titre d'exemple, ça pourrait être la sentence qu'il va recevoir est appropriée à l'infraction. Oui, bien ça, c'est sûr. C'est ce qu'on avait abordé une autre fois précédente, mais effectivement, on s'assure que ça respecte la raisonnabilité, ça respecte le profil de notre client également, puis les difficultés qu'il a vécues. Là. Donc, le motif, la défense de non-responsabilité peut être reconnue immédiatement par la Cour. Par la Cour. DPCP, oui, la Couronne. Effectivement, la Couronne, oui. Donc, là, ça va suivre un chemin différent que le procès où on va avoir affrontement, si je peux dire. Effectivement, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis, ultimement, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que un coup qu'on est sous le... je ne veux pas dire sous le joug une deuxième fois, mais une fois qu'on est avec la commission seulement et plus avec la Cour du Québec, plus avec le tribunal, eh bien, à ce moment-là, c'est pas c'est terminé, la personne est libérée, elle s'en est sauvée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les commissaires et le psychiatre sont là pour s'assurer que la personne n'est plus un danger pour le public, pour elle-même également. Il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. On peut décider de garder détenu, je vais l'appeler comme ça, à l'hôpital durant une période de temps assez longue. Il y a une révision qui se fait à chaque année
par la commission. Donc, la personne repasse devant la commission pour voir où elle en est rendue dans sa psychose, dans sa maladie, dans sa reconnaissance de sa maladie aussi, dans son acceptation de cette maladie-là qui va faire qu'elle va accepter les traitements. Effectivement. Donc, il y a cette vérification-là qui est faite. Donc, il y a des gens là, qui sont soit ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'Institut Philippe-Pinel, qui sont hébergés en centre hospitalier plus qu'une année, comme ça, après un verdict de non-responsabilité. Il y a des gens qui vont être libérés, mais avec des conditions. Donc, la commission va dire, tu peux retourner chez toi, mais tu vas devoir revenir une fois par semaine à l'hôpital. Tu vas devoir suivre les recommandations de ton médecin. Tu vas devoir te soumettre... Il y a des équipes, là, il y a des organismes, entre autres ici à Saint-Jean, des organismes communautaires qui vont cogner à la porte de ces personnes-là pour s'assurer qu'ils prennent leur médication, qu'ils ne consomment pas de drogue, des choses comme ça. Il y a un filet de sécurité tant pour la personne impliquée que pour la société. Effectivement. Puis ce filet-là est très important. Il y a même ce qu'on appelle parfois la délégation de pouvoir, c'est-à-dire que la commission donne au psychiatre traitant le pouvoir de réinterner la personne si jamais... si jamais on pense qu'elle va recommettre un crime, qu'elle va se remettre en danger, qu'elle est un danger pour les autres, on peut la faire réhospitaliser à ce moment-là. Oui, puis je pense, on entend fréquemment, parce que, bon, bien, à Montréal, il y a plus de gens, etc., mais je me souviens pas du nom de l'individu en question, là, un monsieur qui... parce qu'on a souvent, dans le public, on a l'impression que les gens qui sont psychiatrisés viennent d'un milieu défavorisé. Pas du tout. Là, ça touche tous les milieux. Effectivement. Ce monsieur-là, qui est un costaud, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une intervention, malheureusement, ils ont tiré au revolver. Vous parlez de M. Magloire, peut-être? M. Magloire, exactement. Et, bon, là, il y a des difficultés. On voit la difficulté même pour la nature de l'intervention, même pour les policiers qui sont des professionnels. On n'est pas dans leurs souliers quand ça se produit. M. Magloire était, j'ai compris, un costaud. Souvent, ils ont une force qui est décuplée par l'état dans lequel ils sont. Alors, ça crée des situations pour le public difficiles. Dans ce cas-là, on a un peu comme des reproches adressés aux policiers, mais on n'était pas là quand ça s'est produit, puis on ne sait pas comment ça s'est passé. Effectivement, mais on ne sait pas comment ça se passe. Puis on sait qu'il était connu, donc c'était un individu. Ah oui, il se promenait avec son marteau puis il brisait des choses. Oui, c'est ça. Alors, effectivement. Bon, un colosse. Là, et peut-être, bon, là, c'est clair, la personne est évaluée, il y a un problème psychiatrique, ou sinon, il y a le procès comme... C'est ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la personne n'est pas acquittée, puis que par la suite, il y a un suivi, il y a un filet de sécurité, jusqu'à ce qu'on comprenne que la personne peut être libérée sans condition parce qu'elle va mieux, parce qu'elle prend son traitement. Et là, je pense nécessairement au cas de, je vais appeler ça de rage, là, comme on pourrait dire, rage au volant. Rage en famille, là, violence conjugale. La personne, et d'aucune façon je justifie, là, mais la personne est violente. Pas nécessairement, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, pas nécessairement psychiatrisé, mais en bon québécois, elle pète sa coche. Puis là, elle bat sa femme ou quelqu'un et le blesse gravement, sans nécessairement la tuer. Comment on va faire la nuance entre... D'abord, est-ce que c'est un mécanisme de défense ou il faudrait faire la preuve que je suis affecté d'une maladie quelconque? Ou bien, c'est sûr que si on aborde votre question toujours dans le volet de la potentielle non-responsabilité criminelle, c'est toujours un aspect... La partie qui veut invoquer ça doit convaincre le juge, en fait, que la personne ne faisait pas de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est vraiment ça la nuance. Elle ne pouvait pas engager sa responsabilité criminelle parce qu'elle ne pouvait pas formuler une intention réelle. Donc, le fait d'être violent... Ça ne veut pas dire qu'on est non responsable. Exact, c'est ça. Je pense qu'il y a une perception qui a une nuance importante en dire non, la personne qui est violente, c'est pas de nature à invoquer. Je dis, je m'excuse, je suis faite comme ça. Moi, je suis violent. Non, c'est ça. Je bats le monde. Non, puis moi, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a vraiment déjà une problématique de santé mentale là, qui est sous-jacente. Ça existe. Donc, la personne est déjà atteinte de schizophrénie, par exemple, ou de troubles bipolaires, ou etc., d'adaptation de l'humeur. Il y a déjà une trame de fond, souvent avec maladie perte de contact mentale. avec la réalité, faisant en sorte qu'elle ne vit pas dans le même monde que nous. Exact. Les plus flagrants, c'est les gens qui nous disent entendre des voix,
s'être fait demander par une voix de faire telle ou telle action pour telle ou telle raison. Donc, ça, c'est des cas qui sont assez évidents. Mais ça doit être de grands mystères. Je pense, entre autres, là, au tireur, il y a une dizaine d'années aux États-Unis, qui étaient deux, ils étaient cachés dans une voiture, puis de façon aléatoire, ils tiraient sur des gens. Ils tuaient des gens, mais de façon très aléatoire, hommes, femmes, couleur de peau, peu importe. Il y a quelque chose de pas normal, il me semble, dans un comportement semblable. Mais j'imagine que ça doit être plus difficile quand on a tout élaboré je m'excuse du mot anglais, un setup là, pour assassiner des gens. Oui. Ça ne peut pas être normal là, de faire ça, mais ça Dans sera... la planification, effectivement, mais encore là, c'est du cas par cas aussi, puis ça va dépendre de l'évaluation psychiatrique qui sera faite de la personne. C'est sûr qu'on peut la juxtaposer au fait de la cause, puis à ce moment-là, voir, bon, bien, est-ce que la planification ou le fait d'avoir réfléchi, d'avoir installé des choses, d'avoir préparé le crime fait en sorte qu'on était peut-être conscient de ce qu'on faisait. Moi, j'ai vu des situations où la personne a été non responsable, bien qu'elle ait légèrement planifié certains trucs parce que sa perception était qu'elle allait, elle, se faire tuer pour... Dans son monde, là. Oui, c'est ça, avec des démons, des choses comme ça. Donc, oui, il y a eu une certaine planification, mais c'était dans son scénario qui était complètement biaisé, complètement à côté de la plaque, là. Donc, il y a toutes sortes de cas. Puis ça, c'est du cas par cas. C'est là que le tribunal est important. C'est là que les experts psychiatres sont importants parce que nous, les avocats, on n'est pas spécialisés. Moi, quand je rencontre le client, quand je lis un dossier, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est particulier. Je vois que j'ai un indice, j'ai un sentiment là, qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller vérifier à ce niveau-là, mais je n'ai pas l'expertise. Donc, c'est sûr que, heureusement, on peut s'en remettre à des gens qui ont étudié dans tout ça. Là. Le rôle du conseiller... Je conçois bien que le rôle du conseiller juridique ou du criminaliste, des criminalistes, c'est un peu mal perçu, avec toujours le sous-entendu de... vous allez faire n'importe quoi pour faire libérer votre client. Donc, ce que vous nous dites, c'est non, moi, je m'assure que le droit est respecté. On me disait à la blague avant l'émission, un technicien me disait, avez-vous vu aux États-Unis... Bon, aux États-Unis, c'est différent. C'est un État de droit, on s'entend, là. Mais, bon, l'individu qui récemment a été libéré, je ne commande pas le... je le commande pas parce que je suis pas sûr que j'aurais rendu la même décision si j'étais juge. Il a libéré un prévenu ou un accusé parce qu'on n'avait pas respecté ses droits fondamentaux, c'est-à-dire d'aller à la salle de bain. Au moment de l'arrestation. Bref, assez discutable. Ça, est-ce qu'on peut reporter une deuxième accusation ou avant, on disait, vous voyez, c'est générationnel, autrefois convict en français. Oui, autrefois acquis, autrefois convict. Mais ça, c'est vraiment une situation. Dans le cas aux États-Unis, je ne pourrais pas commenter parce que j'ai pas vraiment d'idée là, de ce qui s'est passé, tout ça. Mais oui, on ne peut pas accuser deux fois la même personne pour la même chose. Il y a des principes de droit comme ça. Mais il peut arriver que ça se fasse quand même. Mais à ce moment-là, le rôle de l'avocat de la défense, ça va être d'expliquer au juge que cette personne-là a déjà été accusée pour cette même infraction-là avec une enquête similaire, etc., etc. Puis ça sera au juge de trancher la question. Il y a un élément qu'on ne doit pas passer sous silence, qui est la cour d'appel. On peut d'ailleurs, dans le cas de Monsieur Turcotte. De Turcotte, ils sont allés, je pense, même 2 fois en appel. Il y a eu deux ou trois procès, là, je me souviens plus. Mais, donc, justement, il peut y avoir eu... Bien, c'est qu'en fait, quand on peut, entre autres pour M. Turcotte, c'est un procès devant jury. Donc, c'est sûr que la couronne n'ayant pas réussi à convaincre le jury de la culpabilité la première fois là, de M. Turcotte, mais à ce moment-là, eux, ils ont emmené le dossier en appel. Mais ce qu'ils ont invoqué comme raison d'aller en appel, c'est des erreurs que le juge qui présidait le jury, qui présidait le procès à ce moment-là, a fait en donnant des directives au jury. Parce qu'à la fin d'un procès, donc à la fin des plaidoiries, le juge de cour supérieure doit dire au jury, bon, bien, vous avez à réfléchir
à tel Les scénario. guides. C'est ça, Les exactement. guides. Il doit guider. Donc, on vous a présenté une défense pour non-responsabilité criminelle. Donc, vous avez à vous pencher là-dessus. On vous a présenté des arguments pour la culpabilité hors de tout doute raisonnable de M. Turcotte pour le meurtre de ses enfants. Alors, vous devez vous pencher là-dessus. Voici vos critères. Voici ce à quoi vous devez réfléchir. Souvent, des dossiers comme ça vont être amenés en appel en invoquant que les directives ont été mal données, ont été mal expliquées au jury. Mais ça a été le cas pour le procès de M. Turcotte. Donc, c'est pas nécessairement que le verdict du jury était pas bon. C'est pas pour ça qu'on va en appel. La base sur laquelle ils ont travaillé. C'est ça, exactement. Donc, c'est les critères sur lesquels ils se sont basés étaient peut-être pas assez clairs. Alors, on remet en doute ça. Et là, la Cour d'appel prend la décision de dire, bon, ben oui, effectivement, c'est une erreur que le juge a commis. Alors, on retourne en première instance, on refait le procès autrement. J'imagine même chose. Nous sommes tous des humains, là. Un juge pourrait avoir rendu une décision discutable, on va dire ça comme ça. Là. Je répète, on est tous des humains, ou la perception, il a rendu une décision qui est contestée. Bon, on pourrait également retourner en appel et dire, bien là, tout ça a biaisé le procès, ou là, je ne veux pas rentrer dans des termes trop techniques, je ne sais pas si on peut le faire immédiatement au criminel, au civil, on pourrait le faire, mais bon. Est-ce qu'on arrête immédiatement un procès puis on peut aller à la cour d'appel, ce qui fait que ça peut durer longtemps? Là? On pourrait dire, par exemple, Madame la juge Dion a rendu une décision sur une objection, ça vient là, tout chambarder le procès. Ouais. On va aller en appel, ça peut se passer, ça? Ou on attend la fin, voir comment ça va se dérouler? De ce que j'ai vu, moi, c'est qu'on attend la fin du procès, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça m'est pas arrivé, moi, dans ma pratique, de faire des procès devant jury. Je sais qu'il y a des débats qui se font où là, on va dire au jury, sortez de la salle. On fait des débats juridiques entre avocats et on plaide au juge. Le juge doit trancher certaines questions sur des requêtes, on va appeler ça comme ça. Mais de là à dire, on s'en va en appel pendant. Ce que je pourrais vous dire, de ce que moi, je sais, c'est qu'il arrive que le verdict est porté en appel, mais parallèlement à ça, en première instance, on va quand même parler de la sentence. Donc, on va quand même continuer le processus en première instance pour plaider. Oui, on va plaider la sentence. La sentence peut être donnée sachant qu'il y a un avis d'appel qui est déposé. D'accord. Et pour savoir si la Cour d'appel va accepter la demande. Oui, parce que c'est pas nécessairement automatique. Là. Non, effectivement, c'est les juges qui vont décider. Il faut demander la permission. La Cour va se prononcer pour dire non, c'est pas un bon motif. Exact. Puis on peut aller en appel pour le verdict, mais on peut aussi aller en appel ensuite pour la sentence. Donc, on pourrait dire, oui, c'est correct, mon client, il a été déclaré coupable, il n'y a pas d'erreur dans le verdict du juge à ce moment-là. Par contre, au niveau de la sentence, on l'a trouvé déraisonnable, on l'a trouvé sévère. Alors là, on amène la peine en appel à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup. On arrive déjà à la fin. Oui. Alors, on se revoit la semaine prochaine et là, on aura différents sujets à traiter qui sont aussi d'intérêt que les gens se posent souvent comme question. Parfait. Alors, merci, mesdames et messieurs. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci, Maître Dion. Revenez-nous la semaine prochaine à la Justice entre nous.